Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de force et de dopage. Alors, je voulais vous faire cette vidéo parce que j'étais en communication avec mon collègue Michael Degundil, hein. Je roulais vers Budapest en pleine nuit dans la campagne hongroise et on discutait justement de powerlifting, de force, parce qu'il venait de rencontrer euh, Hafthor Julius Björnsson, euh, l'homme le plus fort du monde actuellement, hein, en strongman. Il l'avait rencontré au Body Power en Angleterre, où d'assister justement aux compétitions, et il était allé couvrir ça. Comme il s'intéresse et se passionne pour tous ces championnats, parce que c'est son métier comme le mien. Donc on discutait de force, et justement je lui expliquais, parce que Hafthor dit la montagne, hein, the mountain, la montagne, euh, qui est un Islandais qui mesure 2,6 m et qui pèse 195 kilos, était à la base plutôt un type costaud, mais assez longiligne, et était un basketteur. Donc un basketteur n'a pas forcément une morphologie, on va dire, pour être un strongman. Alors, qu'est-ce qui fait que Hafthor, Julius Bronson, est devenu, si vous voulez, l'homme le plus fort du monde en strongman? Alors, je vais vous raconter une petite histoire sur ma jeunesse en Europe centrale. Euh, Moi, je suis en Europe centrale, donc je suis en Hongrie depuis 23 ans à peu près, hein, donc je viens, je vais, euh, mais je suis relativement souvent là-bas, et des fois une année, des fois quelques mois, je suis tous les ans en Hongrie, où j'ai en partie ma vie. Donc je m'entraînais en Hongrie, dans une petite salle dans le sud du pays, dans la Puszta, dans la plaine hongroise. Et quand j'étais jeune, je faisais du powerlifting, donc j'avais fini ma carrière de powerlifter, puisque j'ai été powerlifter jusqu'à l'âge de 23 ans, hein, mais je continuais à être fort. Et je me souviens qu'il y avait un jeune garçon qui s'appelait Joseph, Joseph qui était plutôt un grand type, assez longiligne, assez costaud, et pendant de nombreuses années, Joseph me regardait et il s'entraînait avec moi souvent, hein. On faisait le squat ensemble, des fois il faisait le coucher à côté de moi, et Joseph n'arrivait jamais à me dépasser, il était tout le temps un peu moins fort que moi. Et c'était un gars bien bâti, avec un longiligne, mais une structure solide, de bons paysans euh, de la plaine hongroise, bien nourris. On l'appelait l'Ukrainien, puisqu'il était grand, blond, les yeux bleus, longiligne, avec un physique relativement costaud, mais jamais il arrivait à me dépasser, que ce soit au soulevé de terre ou au squat. J'étais jeune, j'étais encore très fort, et j'étais naturel, bien sûr, hein. Jusqu'au jour où Joseph a commencé à toucher à des, on va dire, stéroïdes et de la GH. Et là, en quelques années, Joseph s'est développé, et comme c'était un passionné de powerlifting, eh ben, il a fait des compètes et il est devenu champion dans une fédération sans contrôle. Il était devenu champion d'Europe, hein, avec, je crois, un squat qui était pas loin de 400, hein, un soulevé de terre à 360 ou 380, des barres énormes, alors qu'avant produit, il était beaucoup moins fort que moi. Est-ce que cela veut dire que si moi j'avais pris des produits, je serais devenu plus fort que Joseph? Eh bien, pas du tout. Vous allez comprendre que prendre des produits n'a pas du tout les mêmes effets sur tous les individus. Pourquoi? Parce que pour prendre des produits en force, je ne parle pas bien sûr de bodybuilding, hein, vous allez voir, ou même dans d'autres sports, pour augmenter sa performance avec les produits, les stéroïdes, on va dire, avec ce qu'on appelle dopage, hein, du dopage hormonal la plupart du temps, donc surtout pour les sports de force, hein, c'est-à-dire de la GH et des stéroïdes, donc GH c'est de l'hormone de croissance, hein, et des stéroïdes, hein, qui sont en fin de compte qui font l'effet de la testostérone naturelle que vous produisez. Il faut prendre des produits, mais il faut justement s'entraîner, développer un système musculaire extrêmement développé, hein, grâce à ces produits qui vous permettent de grossir comme un bœuf, hein. Mais
là-dessus, il faut savoir que la force dépend aussi de la capacité de résistance de votre corps. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une grosse structure capable d'endurer la surcharge, hein, capable d'accueillir des poids énormes sur votre dos, ben, vous prendrez des produits, vous grossirez le moteur, mais votre structure va casser très vite. Et qu'est-ce qui a fait que Joseph est devenu un champion? C'est que Joseph avait une structure très massive de paysans, hein, de gros os, de gros tendons, ce qui fait qu'il a pu monter très haut sans casser. Alors que moi, qui avais une structure plutôt frêle, même si j'avais un très bon influx nerveux, je me souviens qu'à l'époque on m'appelle la pile électrique, puisque avec peu de muscles je levais beaucoup, hein. C'est une capacité du système nerveux à recruter un maximum de fibres nerveuses d'un coup, hein. Bon, alors du coup, quand je prenais un peu de muscle, tout de suite ma force augmentait, mais ma structure osseuse n'était pas extrêmement résistante, je n'avais pas la structure osseuse d'un gros type de la campagne hongroise. Moi j'avais une structure osseuse, on va dire, de français occidental, on va dire d'occidental atlantique, donc pas forcément un gabarit très gros, hein, on va dire, de gros type de la plaine nourrie au cochon et au blé, donc au gras de porc et au blé. Ben non, moi j'étais un peu plus frêle et même si j'étais plus fort que lui sans produit, ben ma structure osseuse n'aurait pas pu supporter une surcharge musculaire et n'aurait pas pu en fin de compte tracter autant que lui, hein, une surcharge musculaire acquis par les stéroïdes, parce que j'aurais cassé visiblement, ce qui m'était déjà arrivé même des fois naturellement. Donc on peut voir que prendre de la force, hein, ben, c'est bien, on peut en acquérir avec des produits interdits, avec du dopage, hein. Je ne conseille pas, hein, mais j'explique ce qui se fait, mais il faut savoir que la structure doit résister et tout le monde n'a pas une structure capable de résister à cette surcharge musculaire donnée par la chimie, hein, et la surcharge et entraînant la capacité de prendre des gros poids. Si vous n'avez pas une grosse structure tendineuse et osseuse derrière, vous allez casser. Alors, Abford Julius Bronson dit la montagne est dans cette catégorie, puisque c'était un gars qui, à la base, était plutôt longiligne, de 1m6, hein, 195 kg, qui a été basketteur relativement longtemps, c'est-à-dire qu'il a été basketteur de 2004 à 2008, hein, donc quand il était jeune, mais il n'avait pas une structure monstrueuse, mais Abford a une capacité de résistance, justement, hors du commun, et une structure visiblement osseuse et tendineuse extrêmement euh, forte, quoi, une capacité élevée, hein, donc une très bonne consistance des tendons, des tendons épais, visiblement des os épais d'Islandais nourris au lait, hein, très grands, hein, avec une sélection génétique, donc il est capable de supporter les tensions de muscles extrêmement développés d'une façon chimique, parce que nous n'aurons pas à ce niveau-là, les mecs sont tous en suralimentation, ils prennent tous beaucoup de GH, de produits en tout genre, hein, se suralimentent et prennent beaucoup de stéroïdes et de GH pour pouvoir performer. Mais là-dessus, le corps doit résister. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un type peut devenir un champion sous-produit en force? Bah, globalement, c'est sa capacité de résistance de la structure, hein, et bien sûr, sa capacité de générer du muscle. Tout le monde ne génère pas autant de muscles sous produit, hein. Et comme disait mon entraîneur, Marc Vouillot, puisqu'à l'époque on était censé être naturel, à l'époque quand je faisais des championnats de powerlifting, hein, bon, j'ai fait deuxième au championnat de France, mais moi c'était la blessure qui me limitait. Ben, Marc Vouillot disait toujours, d'une façon très intelligente, avec sa philosophie assez pragmatique, ce qui limite la progression d'un athlète, c'est toujours la blessure. C'est-à-dire qu'effectivement, la progression d'un homme avec un bon entraînement, la capacité de prendre de la masse musculaire et de générer des réseaux synaptiques, hein, par l'entraînement, capable à ce moment-là de monopoliser d'un coup le maximum d'unités motrices, ça, on peut l'augmenter on peut prendre pas mal de muscles, pas mal de force, être capable de générer un maximum, on va dire, euh, être capable d'utiliser d'un coup
en générant justement des connexions synaptiques, donc des réflexes conditionnés, maximum de fibres musculaires d'un coup pour pouvoir justement tracter un maximum de charge. Mais ce qui limite la progression d'un athlète, c'est souvent la blessure. Et comme me disait Michael D. Gundil, quand on discutait dans la voiture, il me disait, le problème, c'est que les athlètes, les strongmen que l'on peut voir, en général, on les voit quelque temps et après on ne les voit plus parce qu'ils se blessent tous, hein, ils cassent. Alors c'est très rare de voir des mecs qui durent longtemps. Alors Zydrunas, qui était un strongman qui a duré très très longtemps avant, un lituanien monstrueux que j'ai connu quand j'étais jeune, quand j'accompagnais euh, pour mon journal les équipes, pour mon journal Power Mag. Je me souviens d'avoir vu Zydrunas très jeune, à 19 ans ou 20 ans, faire du 400 au squat. Hein. Il était très grand, pas loin des 2 mètres, avec 160 kilos, je me souviens, à l'époque, pour un gamin de 20 ans, un gamin de 20 ans, donc une énorme structure. Mais ce gars avait la capacité, visiblement, de résister aux efforts des disciplines de strongman. Alors j'ai été étonné de ne pas l'avoir vu progresser, ce garçon, en powerlifting. Hein, je ne le voyais plus, je l'ai vu arriver en strongman, pour la bonne raison que ce Zydrunas, Vassiska, je crois, euh, qui fut champion très très longtemps, qui a duré très très longtemps, hein, il s'est arraché les quadriceps, hein, des insertions tendineuses, hein, je crois, au niveau de la rotule, hein, qui ont été remises après, hein, au squat dans sa carrière de powerlifting, puisque très tôt en junior il était à 400 kg, mais justement sa structure n'a pas résisté à des squats encore plus hauts. Mais comme en strongman on ne fait pas de flexion complète de cuisse, ou très rarement avec des poids monstrueux, il a pu se mettre au strongman sans avoir à effectuer de flexion complète, et là, cette blessure l'a révélé, puisqu'il n'avait plus à faire de squat complet, quasiment comme en powerlifting, hein, et à ce moment-là, grâce à cette blessure, il est devenu l'homme le plus fort du monde pendant de nombreuses années à cause d'un accident. Mais bien sûr, sa carrière de powerlifting a été arrêtée net, ce qui a fait qu'il a pu commencer à s'orienter vers une carrière de strongman. Vous voyez, tout le temps, un athlète, hein, ce qui limite la progression d'un athlète à haut niveau, c'est souvent la blessure et la résistance de sa structure. Voilà. Et bien sûr, avec les produits, on prend du volume, on prend de la force, mais c'est celui qui résiste justement aux tensions données par la chimie, donc le développement musculaire intense et la capacité de tirer sur ce corps et sur ses tendons et sur ses articulations. C'est celui qui a la capacité génétique de résister à cette surdéveloppement du moteur dû à la chimie et surtension sur ses tendons, qui fait le champion. Voilà. Voilà pourquoi certains qui étaient moins forts que moi sans produit, avec produit, ne pouvaient être que plus forts que moi parce que leur structure était bien plus solide que la mienne. Donc, tout ça, c'est un ensemble. Alors, je ne jette pas la pierre à ceux qui se chargent ou à ceux qui ne se chargent pas. Je parle tout le temps pour expliquer les phénomènes, pour que vous compreniez que la force, avec ou sans produit, ce n'est pas la même chose. Et un athlète qui peut devenir fort avec produit, c'est avant tout un athlète qui est capable de résister aux surtensions données par cet énorme moteur musculaire construit chimiquement. Voilà. Donc, petite vidéo qui j'espère vous a intéressé. Alors, développer sa force, bien sûr, naturellement, c'est possible, mais il faut savoir que la force ne dépend pas que de la volonté. Hein. La force dépend, bien sûr, en partie de votre génétique, hein, et bien sûr des produits, pour les gens qui prennent des produits interdits, dopants, mais pour les autres, la force dépend en partie de votre génétique, de votre capacité à créer du muscle, mais vous pouvez augmenter sensiblement votre force en mangeant correctement, en créant du muscle et surtout en travaillant le système nerveux. Car il faut savoir qu'un athlète de haut niveau, hein, dans tous les cas en force, est un type qui a une capacité de recrutement des fibres musculaires hors du commun, donc la capacité de monopoliser un maximum de fibres d'un coup et d'être capable de coordonner une suite de contractions musculaires de plusieurs groupes musculaires, hein, d'un grand nombre de fibres en même temps, hein, pour créer un mouvement extrêmement puissant et rapide. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. La capacité de se créer
de bons réseaux, on va dire de bonnes connexions synaptiques, créant des réflexes conditionnés pour devenir fort, et bien tout le monde n'est pas capable de le faire. Certaines personnes ont un système nerveux incapable de monopoliser une grande quantité de fibres nerveuses d'un coup. Tout ça varie selon les individus. Mais il faut savoir que ça se travaille. Et à ce titre-là, je voulais remercier le travail exceptionnel de Louis Simmons. Louis Simmons, qui est le créateur de The Website Barbell, qui a fait énormément progresser, on va dire, le sport de haut niveau dans son ensemble, parce qu'il a apporté à la force, à l'entraînement, on va dire au strength training, à l'entraînement de force, qui peut être applicable dans d'autres disciplines que le powerlifting, mais qui est applicable dans tous les sports. Il a apporté justement le travail aux élastiques et le travail en, on va dire, stop and go partiel à toute cette discipline du powerlifting, qui avant, les gars qui faisaient du powerlifting, ils étaient comme des bourrins, ils passaient sous les barres, et puis ils essayaient de pousser au coucher, au squat, et puis techniquement, ils essayaient d'avoir un beau coucher, un beau squat, en refaisant le mouvement et en faisant quelques mouvements d'assistance. Lui, il a compris qu'il fallait utiliser, il fallait développer le système nerveux d'une façon extrêmement, on va dire, technique, en utilisant les élastiques et en utilisant par exemple des cales pour réduire par exemple, développé couché pour réduire l'amplitude du mouvement, ce qui permettait de travailler plus lourd sur des petites amplitudes et de faire du stop and go avec la cale sur la poitrine par exemple, ou bien sur des tréteaux dans une cage spécialisée, pour pouvoir justement faire des demi-mouvements qui permettaient à l'athlète en fin de compte de créer des connexions synaptiques correspondant à la monopolisation, à l'utilisation d'un maximum de fibres nerveuses sur la course, par exemple, terminale ou moyenne du développé couché, ce qui faisait que quand le gars repassait en coucher complet, il démarrait au début en coucher classique, on pousse bien avec les pecs, et à ce moment-là, il avait des relais nerveux qui étaient utilisés parce qu'il avait mis des réflexes conditionnés de demi-poussée grâce au cal, grâce au stop and go. Donc, c'est pas un travail réellement musculaire, c'est un travail d'utilisation des connexions synaptiques créées, donc de réflexes conditionnés, permettant en fin de compte de donner le relais à d'autres fibres musculaires, un maximum de fibres musculaires qui vont travailler en synergie sur le début du mouvement et la fin. Donc il n'y aura pas d'arrêt, pas de blocage. On pourra utiliser en fin de compte la vitesse au démarrage et tout de suite réutiliser la vitesse de finition d'autres portions des muscles et d'autres parties de groupes musculaires, donc des connexions synaptiques correspondant à l'ensemble des muscles travaillés dans le mouvement complet, grâce justement à la décomposition de l'entraînement en demi ou en complet ou en démarrage. Voilà. Et la même chose, le travail à l'élastique, qui était un travail classique, qui était utilisé avant Louis Simon, mais lui, il l'a mis dans le powerlifting, dans l'entraînement. Le travail élastique, avant, les gars, ils faisaient de l'élastique, vous savez, il y avait des extenseurs, on faisait des biceps à l'élastique. Lui a repris ça pour faire ça en force. Par exemple, il l'a mis sur les barres à coucher ou les barres à soulever de terre. Donc, on tire et à ce moment-là, le travail devient progressif. Donc, on est obligé d'utiliser un maximum de fibres musculaires. En vérité, c'est un travail de vitesse qu'on ne voit pas dans le mouvement, puisque la poussée va être progressive, c'est-à-dire qu'on va commencer avec moins de tension, finira avec beaucoup plus de tension, donc le maximum d'unités motrices mises en route à la fin, donc une espèce de travail cérébral, donc de création de réflexes conditionnés par justement utilisation de ces élastiques qui permettront d'avoir une poussée progressive et d'enregistrer dans votre mémoire le fait de monopoliser un maximum de fibres musculaires sur la deuxième partie du mouvement pour justement pas perdre la vitesse initiale. Donc il a créé une façon de s'entraîner qui a fait progresser en fin de compte le powerlifting, mais aussi les autres sports où cette technique est employée pour être performant. Donc au niveau de l'entraînement sportif, c'est ce que je dis toujours, il y a eu 3 personnes
qui, on va dire, ces 100 dernières années, ou ces 50, on va dire, ces 50 dernières années, ont changé complètement la vision de l'entraînement. Hein, il y a trois personnes, il y a trois types de personnes. Alors, il y a eu les Russes, alors je ne connais pas les noms, mais il y a eu la programmation d'entraînement russe qui a été repris par les Américains après, hein, pour la force. C'est-à-dire, c'est une programmation très calculée à la russe, hein, où on augmente progressivement les barres, hein, pour habituer progressivement le corps humain, en faisant justement des réflexes conditionnés, en même temps en développant de la fibre musculaire sous-produit souvent avec les Russes. Hein. Donc c'est la programmation russe qui permettait par exemple en montant de 2,5 kg en 2,5 kg avec 3 séries au début. Hein, à la fin, ça ne peu plus, on met que 2 séries, on continue à augmenter de 2,5 kg pour arriver progressivement sur plusieurs semaines, même plusieurs mois, à des barres énormes parce qu'il y a une habitude. On habitue très progressivement l'organisme à monter, mais d'une façon à monter sur des charges, mais d'une façon très calculée. Il y a eu cette programmation russe qui a été une des plus grandes progressions de l'entraînement en force. Hein. Il y a eu pas Paul, Louis Simons, c'est pas le chanteur, hein, c'est Louis Simmons, qui lui a apporté tout ce système d'aide avec les demi-mouvements, les élastiques, les stop and go, donc une façon de concevoir l'entraînement pour créer des réflexes conditionnés excellentes qui a permis de voir les progressions des athlètes augmenter, et ça a été repris dans d'autres sports. Hein. Et ensuite, il y a eu Fred Delavier, moi-même, qui a apporté l'approche, on va dire, anatomique, morphologique, en montrant bien qu'il y avait différents types de morphologie et que l'entraînement pour une personne n'était pas l'entraînement pour une autre parce que les leviers variaient d'un individu à l'autre et que la morphologie d'un individu n'était pas la même que celle d'un autre et qu'on ne pouvait pas faire les mêmes exercices de la même façon au risque de blesser un individu si on voulait copier le voisin, tout simplement. Donc j'ai expliqué les différentes morphologies, les façons de s'entraîner en fonction des morphologies pour éviter bien sûr les accidents. Donc il y a eu trois personnes, on va dire, il y a eu trois grandes avancées dans l'entraînement en force. Il y a eu la programmation russe, ensuite il y a eu Fred Delavier avec l'approche, on va dire, morphologique de l'entraînement, hein, parce que c'était très mal vu avant, on disait que tout le monde est pareil, quand on veut, on peut, moi j'ajoutais, sauf quand on ne peut pas. Hein. Donc il faut adapter l'entraînement à son physique, à sa morphologie, à sa génétique. Et ensuite, il y a eu Louis Simons qui a apporté justement dans le powerlifting, mais ça a été reporté dans d'autres sports, hein, ce système de travailler avec des élastiques et à décomposer l'entraînement, donc du demi, du partiel. Voilà, voilà petite vidéo qui j'espère vous aura fait comprendre un peu la façon de s'entraîner, les produits, hein, et bien sûr avec produits, pourquoi certains sont forts avec produits et moins forts, alors que d'autres qui sont forts sans produits ne peuvent pas concurrencer des types qui prennent des produits, hein, parce que d'ailleurs tout le monde ne réagit pas de la même façon aux produits. Hein. Certains vont être malades, hein, ben oui, très tôt, d'autres moins, hein, puisque c'est quand même hormonal, c'est très très dangereux, hein, à certains niveaux, c'est pas, on rigole pas avec ça, hein, c'est interdit, moi je ne suis pas pour, hein, mais je vous explique quand même comment ça fonctionne. Voilà, un dernier petit truc sur l'entraînement, hein, comme je dis tout le temps, moi ma spécialité c'était la morphologie, les comparaisons morphologiques, hein, l'entraînement en fonction des morphologies, hein, c'était ce qui a fait le succès de mes livres, c'est pour ça que j'ai été vendu à des millions d'exemplaires, et que je suis actuellement l'auteur français le plus vendu, par exemple, aux États-Unis, et pas uniquement dans le domaine du bodybuilding et du strength training. Hein. C'est pour ça, c'est parce que je suis utilisé euh, dans toutes les facs de formation de coach, hein, pour justement ce domaine, et puis pour ce que j'ai expliqué, pour les beaux dessins qui étaient avec. Alors, il faut savoir aussi que ce qui fait un athlète, hein, c'est la capacité, bien sûr, d'utiliser le maximum de fibres d'un coup, hein, force, mais c'est aussi les leviers, c'est-à-dire ces leviers osseux, hein, qui font qu'un athlète sera meilleur au coucher qu'un autre, hein, en ayant une même masse musculaire, tout simplement parce que les leviers osseux, hein, la différence, le rapport humérus, radius, on va dire avant-bras, bras, hein, la largeur d'épaule, tout ça joue énormément, pareil au squat, la longueur des fémurs, hein, la souplesse des chevilles, tout ça joue, donc les leviers sont aussi une des causes qui fait qu'un homme peut être un champion. Voilà, petite vidéo
improvisée, mais je pense intéressante. À bientôt!